Alors, pour notre dernière rencontre aujourd'hui, le 20 août, nous avons le plaisir d'accueillir M. Marc Allain. Vous êtes président directeur général au groupe Modus. M. Allain, excusez-moi, hein, ça fait quelques heures qu'on est ici. Oui, je comprends. Vous êtes le bienvenu dans votre Assemblée nationale. 10 minutes, présenter vos réflexions. Très bien. Après, il y aura échange entre vous et les parlementaires. Alors, bienvenue encore une fois, on vous écoute. Très bien. Merci pour l'invitation. J'ai un court mémoire que, si vous permettez, que je vais lire. Et puis, je fais ma présentation finalement en fonction de mon rôle d'éditeur. Donc, moi, ma perspective, c'est la perspective d'une maison d'édition, puis d'un gestionnaire de maison d'édition. Alors, si vous permettez, je vais lire mon mémoire. Au sein du groupe Modus, il y a 3 maisons distinctes. Les publications Modus Vivendi, vouées à l'édition de livres pratiques, Presse Aventure, vouée à l'édition de livres jeunesse, et Édition Bravo, qui développe des livres-jeux. Le groupe publie environ 220 nouveautés par année pour les marchés locaux et pour ceux de la France, Belgique et de la Suisse. Les livres du groupe Modus sont destinés au grand public, donc aux librairies, aux grandes surfaces et aux clubs du livre. Personnellement, j'œuvre au sein de l'industrie depuis 1984. Tout d'abord, j'y ai travaillé à titre de gestionnaire du programme d'aide au développement de l'industrie de l'édition du ministère du Patrimoine canadien. Puis, j'y ai œuvré comme consultant en gestion pour près de 20 maisons d'édition québécoises, tant au niveau de l'édition scolaire, de la littérature générale, que des livres de référence pour professionnels. J'ai ensuite fondé le groupe Modus que je gère depuis 1993. Lorsque j'analyse la question de la réglementation du prix du livre au Québec, je le fais du point de vue d'un gestionnaire d'entreprise qui travaille étroitement avec les détaillants, tant au niveau de la librairie qu'au niveau de la grande diffusion. J'apporte mes 30 années d'expérience en édition et en commercialisation du livre au Québec et outre-mer. Le succès de mon groupe de maisons d'édition dépend de ma capacité d'interpréter et de réagir positivement aux tendances du marché et aux besoins de la clientèle. Le contexte actuel. Nous avons au Québec le marché du livre le plus équilibré et le plus diversifié en Amérique du Nord. Avec un réseau de librairies dynamique et varié, une industrie de l'édition qui possède des parts de marché importantes dans tous les secteurs clés de l'édition, des modes de distribution efficaces et une production d'auteurs québécois qui fait l'envie de nos confrères du Canada anglais. Si je compare l'industrie québécoise du livre au Québec avec l'industrie canadienne-anglaise du livre ou même de l'industrie américaine de ce secteur, je me console car notre industrie possède déjà les balances et contrepoids qui ne sont pas présents ailleurs et nos structures de commercialisation et de vente de livres sont diversifiées, fonctionnelles et fluides. Donc, la question fondamentale qui devrait se poser à nous aujourd'hui serait pourquoi intervenir pour altérer de façon artificielle, avec une réglementation d'État, un système et une industrie qui fonctionnent bien et qui représentent un modèle pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Étant donné la portée et la complexité de l'application d'une nouvelle loi sur les acteurs principaux, les risques de déséquilibre et perturbations sont beaucoup plus grands que les gains potentiels pour l'industrie dans son ensemble. J'aimerais aujourd'hui examiner avec vous les risques potentiels de l'implantation d'une réglementation du prix du livre. On parle depuis plusieurs années d'instaurer une loi québécoise qui fixerait le prix du livre comme la loi Langue instaurée en France en 1981. Cette loi devait limiter la concurrence en ce qui concerne le prix de vente au public afin de protéger l'industrie et de développer la lecture. Au Québec, on a tout d'abord parlé d'un prix unique et maintenant on parle de la réglementation du prix sur les nouveautés à apparaître pendant une période de 9 mois. L'objectif étant de rééquilibrer le pouvoir, la force commerciale entre les grandes chaînes de magasins et les librairies du Québec. Bien que cet objectif soit noble, une réglementation éventuelle du prix du livre représente des risques trop importants. Le contexte du livre a bien évolué depuis 1981. Avec l'instauration de la loi Langue en France, le contexte économique et la vocation du livre ont grandement changé, surtout au cours des 10 dernières années.
Jadis, le livre était une source primaire de transmission de savoir, mais aujourd'hui, Internet assume un rôle de chef de file dans la transmission de la connaissance. Maintenant, les gens consomment du livre, mais ne bouquinent pas comme avant. Les étudiants fréquentent moins les librairies, car ils ont des sources d'informations utiles à la portée de la main. La réglementation du prix du livre ne viendra pas freiner cette tendance lourde, car le livre est devenu pour la masse un objet de consommation parmi tant d'autres et non une nécessité. Toute réglementation du livre viendra alourdir des structures de vente et de distribution déjà taxées par des facteurs comme le transport, les crédits, les retours. Nous avons déjà de nombreuses règles qui régissent les offices, les retours, les remises, les ventes aux collectivités. Une autre sorte de réglementation viendrait alourdir une industrie qui cherche à s'adapter à l'assaut des nouvelles technologies et à conserver son dynamisme et sa fluidité. Nous n'avons qu'à examiner l'expérience récente de l'augmentation de la TVA de 1,5 % en France. Cette augmentation a provoqué une marée de retours de la part des détaillants, un débat interminable sur la méthode d'application de la taxe. Un gâchis complet qui a provoqué une baisse importante des ventes de livres pour l'ensemble de l'industrie française en 2012. Une augmentation qui a dû être révoquée par la suite. Le consommateur n'achètera pas plus de livres. On voit que la dépense totale sur le livre est à la baisse depuis quelques années. Le consommateur québécois doit réfléchir judicieusement à ses priorités d'achat. Rendre le livre plus cher le rendra moins accessible. En parlant de l'élasticité de la demande, le livre demeure pour plusieurs un bien de consommation et non une nécessité. Le fait d'augmenter le prix viendra réduire la demande. Le livre sera donc moins présent et moins visible car il se vendra moins. Les tirages moyens baisseront et la tâche d'amortir le coût de développement des ouvrages deviendra plus ardu. Et j'ajouterais que 2 Québécois sur 3 s'opposent à l'instauration d'une réglementation sur le prix du livre, selon un sondage de Léger Marketing dévoilé au mois d'avril de cette année. L'hypothèse centrale du débat voulant que le réseau des librairies sera renforcé par une réglementation est très douteuse. Les achats de livres dans les grandes surfaces qui réduisent le prix sont en grande partie des achats d'impulsion ou d'opportunité, conditionnés par la présence du produit offert à un prix intéressant. On ne peut pas douter du fait que seulement un très faible pourcentage des consommateurs sera incité à faire des achats de livres en librairie au lieu qu'en grande surface lorsque le prix sera réglementé. J'irai encore plus loin. À mon avis, il n'existe aucune relation de cause à effet entre les escomptes consentis par les grandes chaînes et l'effritement du réseau de librairies indépendantes. Avant d'aller de l'avant, j'oserais espérer que le gouvernement et l'industrie fassent une étude sérieuse pour cerner les causes réelles de l'effritement du réseau des librairies indépendantes. J'estime qu'une telle étude mènerait à une introspection nécessaire et serait porteuse de solutions beaucoup plus constructives que l'instauration du prix réglementé. L'industrie sera pénalisée. Nous devons aussi admettre que les Costco et les Walmart sont des grands diffuseurs et vendeurs de livres dans notre marché à l'heure actuelle. Altérer leur mode de fonctionnement naturel va nuire à l'industrie dans son ensemble. Nous ne pouvons pas prévoir la réaction des grandes chaînes face à l'introduction d'une nouvelle réglementation sur le prix du livre. Nous savons néanmoins que ces chaînes ne supportent pas ce type de législation et on peut imaginer une réaction défavorable qui viendrait déstabiliser le marché. Qui sera donc avantagé par une telle réglementation du prix du livre? Il est très difficile d'identifier des gains potentiels qui découleraient d'une telle réglementation. De plus, il est difficile de cerner quel acteur de l'industrie serait nettement avantagé par une telle loi. Nous savons que le consommateur sera désavantagé car il paiera plus cher pour son livre.
La grande diffusion sera pénalisée puisque son mode de fonctionnement naturel sera bouleversé. Le distributeur et l'éditeur ne seront nullement avantagés car leurs rabais sur les livres sont exercés et assumés par le détaillant. De plus, ils seront pénalisés car ils placeront et vendront moins de livres. Le libraire, contrairement à la pensée véhiculée par cette proposition, ne sera pas avantagé car il n'y aura pas ou presque pas de migration de la clientèle des grandes chaînes vers la librairie. Finalement, l'auteur québécois ne sera pas avantagé car il touche des redevances sur le prix de détail du livre indépendamment des rabais offerts par les marchands. De plus, il sera désavantagé par le fait qu'il vendra globalement moins de livres. Je vous invite à conclure. Je conclus. Merci. Je conclus. Conclusion. Toute décision politique ou économique doit passer par une analyse des risques et des récompenses qu'elle implique. Ici, les risques sont beaucoup plus grands et certains que les avantages potentiels. Le risque fondamental serait de déséquilibrer ou même de perturber une industrie qui fonctionne relativement bien malgré les enjeux soulevés par les nouvelles technologies. Nous avons tous à cœur les mêmes objectifs: encourager la lecture, contribuer à l'effervescence de la culture et de la création québécoise et assurer la santé de l'industrie. La réglementation du prix du livre viendra certainement nuire à l'atteinte de ces objectifs, en rendant le livre moins accessible, Merci. en gênant les acteurs principaux. J'ai deux recommandations cependant. Est-ce que vous permettez? Je vous en prie. Allez-y rapidement, par exemple. OK. Alors, si la réglementation du prix du livre n'est pas la solution, que pouvons-nous faire pour améliorer la santé et la viabilité de l'industrie dans son ensemble? Les gouvernements font déjà beaucoup pour l'industrie du livre avec des programmes de contribution, des crédits d'impôt, des prêts garantis. Ils peuvent faire encore plus en appuyant les projets de collaboration entre les divers acteurs de la profession afin de favoriser la lecture. Je vais devoir vous interrompre. Okay. Vous aurez l'occasion, probablement, en jasant avec les parlementaires, si vous êtes d'accord. Hein? OK. Alors, de toute façon, ce sont des gentlemen puis des dames très généreuses qui auront l'occasion de vous laisser vous exprimer sur la question. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Alain, merci d'être là et merci pour votre exposé, votre contribution qui nous nourrit dans cette réflexion sensible, je dirais. Je souhaiterais que vous alliez jusqu'au terme de vos recommandations. Vous avez commencé ce que j'ai deux recommandations, finalement. Oui. Une, c'est finalement, si nous allons implanter une réglementation aussi importante qui risque d'avoir un impact sur les acteurs, un impact profond sur les acteurs et le mode de fonctionnement de l'industrie, commandons une étude d'impact économique avant de faire cette réglementation. C'est, pour moi, absolument évident parce que ce que j'entends beaucoup, nous allons implanter la réglementation et espérer avoir de bons résultats. Mais nous avons des mécanismes qui nous permettraient de faire des analyses pour évaluer l'impact avant d'implanter ces réglementations-là. Ça, c'est une recommandation. Deuxième recommandation, c'est si notre préoccupation fondamentale, c'est la diversité et l'existence, ou la croissance même, du réseau des librairies indépendantes, et puis je pense que c'est un bel objectif, pourquoi est-ce qu'on n'analyse pas ce problème-là de façon distincte? Commandons une analyse des causes spécifiques de l'effritement des librairies indépendantes, au lieu d'implanter une réglementation sur le prix du livre qui est comme finalement un canon et puis qui risque d'avoir des impacts beaucoup plus grands sur divers acteurs et puis pas cibler le problème. À mon avis, les causes de l'effritement du réseau des librairies québécoises sont identifiables et les remèdes à ces causes-là sont très différents que l'implantation d'un règlement pour fixer le prix du livre. Pensez-vous que les causes de la fragilisation de notre réseau de librairies sont différentes
des causes qui ont embrasé les réseaux français, allemands, On est dans grecs et j'en passe? Moi, je vais analyser le réseau. J'ai pas fait une analyse approfondie du réseau de librairies québécoises ou allemandes ou françaises, mais je sens qu'il y a des éléments qui sont des éléments nouveaux, qui sont en jeu à l'heure actuelle depuis 5 à 10 ans, qui viennent fragiliser le réseau des librairies indépendantes. Puis ces éléments-là sont aussi variés que, par exemple, c'est devenu beaucoup moins à la mode d'être un éditeur ou un libraire que ce l'était il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et puis, au niveau de la relève, il y a peut-être moins de relève au niveau de la petite librairie. Les marges bénéficiaires, comme a mentionné mon collègue Blaise Renaud il y a quelques minutes, les marges des petites librairies peuvent être très petites. Donc, c'est très difficile de maintenir une petite librairie. Donc, on devrait regarder les façons d'améliorer les marges. Le prix unique n'améliore pas la marge du libraire indépendant. Ensuite, il y a le facteur que les gens bouquinent beaucoup moins. Et puis, je pense que si je regarde les librairies que moi je connais, je connais quelques exemples de librairies qui fonctionnent très bien parce qu'ils ont relevé le défi de la librairie à l'heure actuelle. J'ai un exemple à côté de mon bureau qui est la librairie gourmande qui est au marché Jean Talon et puis qui spécialise dans le livre de recettes. Pas loin, à Saint-Sauveur, il y a une librairie, la librairie Quintessence, qui est pleine à bonder parce que les autres se spécialisent dans la spiritualité et l'ésotérisme. Et puis, en plus de vendre des livres, ils vont vendre des cartes de tarot puis des cristaux. Et donc, je pense que la librairie indépendante doit faire une introspection en fonction de qu'est-ce qui est le besoin actuel de la clientèle, puis comment ce besoin-là peut être vraiment clairement identifié en opposition avec les autres produits culturels qui sont offerts ou les autres modes de divertissement, si on peut dire. Puis je pense qu'il y a une façon d'injecter une valeur et puis un attrait à notre librairie. Et puis je ne crois pas que en imposant un prix réglementé, on va avoir une migration importante de clients qui va partir de chez Walmart puis va se retrouver en librairie indépendante. Ça, c'est ma seule hypothèse. Mais je pense qu'il y a des façons de revitaliser la librairie indépendante. OK. Dans l'hypothèse où, disons, il serait notamment recommandé de faire une étude d'impact économique et aussi un diagnostic fin des tenants et aboutissants de l'hécatombe de certaines de nos librairies et qu'on aboutisse à la solution, à la même, c'est-à-dire réglementer, c'est une piste salutaire pour la phase transitoire, parce que nous sommes dans une phase transitoire avec notamment la place que prend la culture du numérique. D'ici une dizaine d'années, il va falloir s'ajuster. C'est pas en arrivant devant le mur qu'il va falloir se réveiller. Et je suis persuadé que toute la sphère du livre est bien consciente de cette traversée houleuse pour une partie des acteurs. Si donc ces deux études concluaient qu'il fallait légiférer, est-ce que vous serez de ceux qui adhéreraient à cette piste de solution? C'est sûr que si on fait une étude et puis finalement on voit que c'est une des solutions qui serait valable, j'imagine que la majorité des acteurs de l'industrie voudraient se ranger derrière tout ça. Ceci étant dit, on ne peut pas renverser des tendances lourdes, par exemple. Puis les tendances qui nous ont amenés ici, c'est pas l'absence de la fixation de prix. Et puis, je vais juste aussi ajouter un point qui est le premier point que je soulève. Je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à mon industrie. Je publie 220 nouveaux livres par année, puis j'ai l'intention d'en faire 220 l'année prochaine aussi. Et puis, je considère qu'en Amérique du Nord, le Québec a le contexte d'édition, de vente de livres le plus sain en Amérique du Nord. Si on compare avec le Canada anglais, c'est déplorable qu'est-ce qui s'est passé avec la concentration des librairies entre les mains d'un acteur qui est Chapters Indigo.
On a vu récemment la fermeture de Borders, un réseau énorme de librairies aux États-Unis. Puis donc, eux vivent une concentration au niveau de la vente de livres qui est vraiment néfaste. Mais on n'est pas rendu là ici au Québec. Et puis, je ne crois pas qu'on va se rendre là non plus. Parce qu'on a des balises, on a des mécanismes qui permettent quand même la survie des différents acteurs. Et puis, je considère donc qu'on a des problèmes, il faut les adresser de façon fine, pas avec des gros outils, pas avec un marteau, mais avec des outils fins pour voir quel est le problème, quel remède est-ce qu'on peut apporter à cette problématique spécifique-là, sans nuire à tous les autres acteurs dans le processus. Parce qu'on a une industrie qui fonctionne bien à l'heure actuelle. Et puis, je crains qu'avec la réglementation, on dérègle un certain nombre de mécanismes qui sont essentiels à mon bon fonctionnement puis au bon fonctionnement de l'industrie. Merci. Merci, Madame. Monsieur le député de Bonaventure. C'est bien ça, Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Alain. Écoutez, j'ai comme la thèse et l'antithèse. Bon, si on regarde votre texte, vous nous dites, et vous venez de l'affirmer, nous avons au Québec le marché du livre le plus équilibré et le plus diversifié en Amérique du Nord, avec un réseau de librairies dynamiques et variées. Bref, ça va bien. Non, je ne dis pas qu'il est parfait. Et là, on parle d'effritement, on parle de fragilisation, on parle de marge bénéficiaire de moins de 1 pour beaucoup. Pouvez-vous me donner votre lecture actuellement du secteur du livre au Québec? Comment ça va? Je fais comparativement. Et puis, j'achète des droits à l'extérieur, donc je connais le marché, certains autres marchés à l'extérieur. J'exporte en France, Belgique et Suisse également. Puis, je fais l'achat de droits aussi dans d'autres marchés, comme le marché américain, le marché britannique, par exemple. Ça fait que je connais ces marchés-là un peu, en Australie également. Puis, si je me compare, je me console. C'est-à-dire que notre marché, actuellement, là, notre marché fonctionne beaucoup mieux qu'en Angleterre, beaucoup mieux qu'en Australie, beaucoup mieux qu'aux États-Unis, beaucoup mieux qu'au Canada anglais. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Bien, parce que le marché est beaucoup plus diversifié, fluide. On a aussi des règles du jeu qui sont établies depuis assez longtemps, qu'on a en partie hérité de la France, mais qu'on a adapté au Québec également, et puis qui sont des structures qui permettent de bien gérer et équilibrer le marché. Par exemple, mon collègue a parlé de distributeur exclusif. Le distributeur exclusif, à mon avis, joue un rôle crucial, mais les termes de l'entente entre moi, mon distributeur et le libraire sont bien définis. Ils ne changent pas. C'est-à-dire, c'est les mêmes termes aujourd'hui, c'était les mêmes termes l'année passée, puis ça va être les mêmes termes l'année prochaine. Et puis, donc, dans les autres marchés, comme le marché américain, par exemple, le marché canadien-anglais, tout est fluide. Donc, on peut donner des surremises, et puis les détaillants qui ont beaucoup, beaucoup de force dans le marché, comme les Barnes & Noble, par exemple, sont capables d'imposer des termes aux éditeurs qui détruisent finalement graduellement les éditeurs, les distributeurs, et puis donc sont malsaines. Tu sais, c'est des règles qui sont malsaines. Tandis qu'au Québec, on a une structure on a une belle structure qui fonctionne relativement bien, puis qui est protégée, puis qui est là depuis... Moi, j'ai ma maison d'édition depuis 20 ans, ça a toujours été les mêmes règles. Puis je le sais que dans 10 ans, ça va être les mêmes règles, ou j'ose espérer. Juste une dernière question. Est-ce que vous croyez qu'il y a une problématique avec les distributeurs, comme ça a été énoncé par l'intervenant? Je ne vois pas la problématique de façon aussi aiguë que mon collègue. Je peux vous dire que de mon expérience, moi, finalement, j'ai été consultant. À un moment donné, j'ai décidé que j'allais me lancer en édition. Puis je suis allé voir mon distributeur, qui est les Messageries ADP, puis j'ai dit, écoute, j'ai une idée de faire un livre, puis ils m'ont signé un contrat, ça fait 20 ans, puis j'ai toujours une belle relation avec mon distributeur, puis je trouve que je suis bien servi par mon distributeur. Pourquoi je trouve que je suis bien servi? Parce qu'il représente, selon moi, bien mes intérêts dans le marché. Il me défend bien dans le marché.
Et puis, donc, moi, étant donné que je suis une PME, si j'étais laissé lousse dans la nature, je pourrais peut-être moins bien me défendre que si j'avais un grand frère qui est plus combatif que moi, tu sais. C'est beau. Merci beaucoup. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Alain, ma question, c'est que la plupart des gens qui sont venus témoigner depuis hier affirment qu'ils ont une problématique au niveau du libraire, la librairie indépendante, de la difficulté. D'ailleurs, il y a des fermetures dont on ne connaît pas trop les causes, mais ça semble être identifié vers la concurrence, et puis les grandes surfaces, et puis d'autres, le numérique peut-être qui est arrivé plus vite, qui arrive plus vite qu'on pense. On mentionne, il y a les libraires, il y a aussi les auteurs qui sont venus nous dire qu'il y avait une problématique, qui ne recevaient pas le juste prix. Et vous avez fait, il y a une déclaration que j'ai lue dans votre texte, c'est marqué « L'auteur québécois ne sera pas avantagé car il touche des redevances sur le prix de détail, indépendamment des rabais offerts par le marchand, alors que les auteurs, hier, nous ont dit le contraire. Ils ont dit qu'en fonction du prix, lui, il retirerait un peu moins. Si le rabais était trop fort, lui, comme dira, ça baisse son prix, lui, à l'achat, parce qu'ils ne sont pas tous à contrat fixe. Là. Si le prix baisse, il baisse sa marge de profit. Et vous mentionnez aussi ici, nous savons que le consommateur sera désavantagé car il paiera plus cher pour son livre. Mais là, vous voulez dire que le consommateur qui va dans les grandes surfaces, parce que le consommateur qui va dans les librairies actuelles, lui, n'est pas désavantagé. Donc, c'est quand même quelque chose que je voulais mettre sur le tapis. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous ont venus nous dire? Je vais essayer de répondre aux deux questions. D'abord, au niveau des auteurs, ce que j'essayais d'illustrer, c'est que si le prix de vente d'un livre est de 10 $ et on paye à l'auteur 10 % sur le prix public, si Costco décide de vendre le livre à 7 $, mais l'auteur va quand même toucher son 1 $ de royauté, de redevance. Ça fait que de ce point de vue-là, les escomptes attribués ou consentis par les détaillants sont assumés par eux autres. Et puis, ça n'affecte pas les auteurs, de ce point de vue-là. Là, je ne connais pas tous les contrats d'auteurs qui existent sur la planète, mais souvent, ou communément, les contrats d'auteurs sont fixés sur le prix de détail. Et donc, le prix de détail est établi par l'éditeur. L'éditeur dit, le livre va être à 10 $. Donc, à chaque fois qu'on va vendre un de tes livres, que ce soit chez Walmart, Costco ou à la librairie Renaud-Bré, vous allez recevoir 1 $. Puis l'autre question, vous avez soulevé un autre point? C'était sur le point de dire que vous aviez dit que les consommateurs seraient désavantagés. Moi, je disais que c'est des consommateurs des grandes surfaces seulement. Donc, on peut seulement se rendre à l'évidence que la disponibilité du produit dans les grandes surfaces multiplie les points de vente et les occasions de vente du livre. Et puis, souvent, une condition importante de l'achat d'un livre va être l'impression ou l'opportunité, l'impression d'avoir une belle aubaine ou la disponibilité d'un produit offert à un bon prix. Ça fait que donc, étant donné que on ne peut plus jouer la carte du bon prix, bien là, on en vendra moins. Mais aussi, allez-y, vous voulez me dire quelque chose? Bien oui. Oui, allez-y. Qu'on est rendu à passer la parole à la députée très bien, okay. de l'opposition officielle. Mais je connais la députée de la Porte, elle va sans doute vous permettre de terminer votre réponse, puis elle suivra par la suite. Brièvement. Continuez, monsieur. Continuez votre réponse. Je voulais juste parler à la question des auteurs. Moi, ce que je considère qui est très la problématique, le fond de la problématique, c'est qu'on veut préserver la diversité du réseau. Et puis, les auteurs ont ça à cœur également. Et puis, moi aussi, j'ai ça à cœur, parce que je vais avoir un réseau très diversifié. Et donc, les auteurs sont préoccupés par la diversité du réseau parce qu'ils veulent que leurs livres de fond, leurs livres soient dans les petites librairies et un peu partout. Et donc, si on a moins de librairies indépendantes, puis on sait que Costco et Walmart, puis les grandes chaînes, eux autres gardent un éventail de produits très restreint, les best-sellers, puis les livres qui sont vraiment d'attrait grand public, mais là, les auteurs vont être désavantagés. Donc, j'appuie les auteurs dans leur démarche de vouloir garder leur réseau très diversifié. Puis je pense qu'on doit trouver des façons de conserver cette diversité-là. Ça fait que je suis d'accord avec leur démarche. Mais je ne suis pas en accord avec le fait que
le prix réglementé va être une solution à leurs problèmes. Alors, bonjour, Monsieur Alain. Écoutez, vous venez de toucher un point, là, la rémunération des auteurs. Je ne suis pas certaine que j'ai tout saisi. En tout cas, de la façon que je vous ai entendu, je n'aurais pas le goût d'être un auteur, là. Voulez-vous revenir sur ce que vous avez mentionné concernant la rémunération de l'auteur? Tout ce que j'ai mentionné, c'est que le pourcentage des droits d'auteur était fixé normalement sur le prix de vente au détail. Okay. Normalement. Et ça peut être n'importe quel pourcentage. Ceci étant dit, je vais vous donner un élément d'information. On donne au libraire 40 %, ça a été confirmé par mon collègue Blaise Renaud. Le distributeur prend entre 17 et 27 % normalement. C'est pas un secret, mais... Et puis, l'éditeur se retrouve normalement avec 43, 44, 45 % de la vente d'un livre. Donc, un livre à 10 $, l'éditeur touchera 4 $, on va dire 4,50 $. Le distributeur aura 1,50 $ et le libraire aura 4 $. Ça, c'est pas parfait, ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Okay. Et puis, l'auteur, là-dedans, l'auteur, s'il est payé 10 % du prix public, il reçoit finalement de l'éditeur. L'éditeur lui donne à peu près 23 % de ses recettes. De votre 40 quelques. Oui. À peu près 23 % de notre 40, là, il va le donner à l'auteur. 23, entre 20, 23, 25, dépendant de l'auteur. Il va le donner. Ça peut être plus petit que ça, ça peut être plus grand. Je veux pas. Oui. Mais est-ce que le nombre de. Est-ce que vous vous basez aussi sur le nombre de volumes qui a été. Il y a souvent des échelles dans des contrats de droit d'auteur. Ouais. X pourcentage de 0 à 5 000, 5 000 à 10 000, puis ça monte, puis ça monte. Okay. Il y a souvent des échelles. Oui. Excusez-moi, Madame la Présidente, est-ce que vous avez le goût de poser une question, là? Vous êtes vraiment gentil, mais... oui, parce que je le sens. On est sur la bonne... C'est parce que c'est très nébuleux pour nous, la façon avec laquelle on rémunère les auteurs. Là, c'est différent, je présume, de l'auteur, selon l'auteur, hein, sa capacité d'écriture, sa popularité, etc. Si on a bien compris, c'est que l'éditeur se garde 40 % de l'assiette. J'ai bien compris? À peu près. 43 à 45 %. Bon, et c'est à partir de ce paquet-là, de 40 % qu'on paie l'auteur. Oui. Et ça peut aller jusqu'à 23-25 % de qu'est-ce qu'il reçoit, oui. C'est ça. C'est ça. Mais je vais juste qualifier tout ça. Il y a des conditions pour les romans, il y a des conditions pour les livres pour enfants, il y a des conditions pour... Il y a tellement de conditions dans les droits d'auteur que c'est difficile de vous donner une formule parfaite aujourd'hui. Mais si on regarde un contrat typique de roman, on garde généralement à peu près 10 % du prix de détail va à l'auteur. Un auteur à succès peut commander 15 % du prix de détail. Un auteur moins connu peut peut-être commander 7-8 % du prix de détail. Merci. Ça va, Madame la Présidente? Monsieur Alain, dans votre mémoire, vous avez un énoncé sur, et le titre est « Le consommateur n'achètera pas plus de livres. » Est-ce que j'en déduis que vous êtes d'accord avec les propos de l'IRIS qui disait, et il parlait des grandes surfaces, il parlait de Walmart Walmart et Costco, il disait que le prix des nouveautés augmentera de 21 %. Comme les autres commerces consentent des rabais moyens en deçà de 10 %, ils pourront maintenir leur rabais. Cela signifie que pour 87 % des nouveautés vendues, cette mesure n'aura aucun effet. Moi, j'utilise juste une logique mathématique de base, et puis je pars de... Et puis je ne sais pas qu'est-ce que mon collègue a pu dire parce que je n'étais pas présent, mais j'utilise une logique mathématique de base, c'est-à-dire que si le consommateur dépense, on va dire, le consommateur québécois dépense 400 millions par année en livres d'intérêt général, okay?
Puis on sait que depuis quelques années, c'est à la baisse. 2 3 4 à chaque année, ça baisse un peu parce qu'il y a de la concurrence des nouvelles technologies et tout ça. Le moment où on augmente le prix du livre, on ne va pas commencer à dépenser 450 millions. On est une tendance à la baisse. Ça fait que c'est juste une logique mathématique que je me dis, si le livre est plus cher, le consommateur, au lieu d'en acheter 2 ou 3, il va peut-être en acheter 2. Parce qu'il dit, ben écoute, moi, j'ai 32 $ à dépenser sur les livres ce mois-ci, et puis ces livres-là sont plus chers. Fait que c'est juste une logique élémentaire mathématique. C'est pas... j'ai pas fait d'études là-dessus ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne vois pas la dépense totale sur le livre d'intérêt général augmenter. Et puis, même si on augmente le prix des livres, on va voir une diminution du nombre de livres vendus, étant donné que l'enveloppe globale de dépenses en livres va rester la même ou va avoir tendance à baisser. Certains groupes ont mentionné que la réglementation du prix du livre, pour certains, pourrait soulager les librairies pour 2 ans. D'autres ont dit c'est une mesure qui pourrait être bonne pour 4 ans. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites qu'on ne devrait pas y aller du tout avec cette mesure-là ou que, peut-être que ça pourrait les soulager 2 ans? Moi, je pense que ce que ça va faire, c'est que ça va perturber le marché de façon significative, le marché global, de façon significative pendant plus que 2 ans, 3, 4, 5 ans. Et puis, donc, la rentabilité des maisons d'édition québécoises, dans lesquelles on a investi depuis plusieurs années, va être mise en cause. Ça, c'est mon prémisse de base. Je reviens à mes outils fins. Si on regarde un réseau comme le réseau des librairies indépendantes, on a besoin des outils fins pour regarder quelles sont les causes spécifiques de la défaillance ou du déclin ou de la faiblesse de ce réseau-là, puis leur donner des outils spécifiques, les aider spécifiquement eux. Mon collègue Blaise Renaud a soulevé qu'on devait trouver une façon d'essayer d'améliorer leur rentabilité. Peut-être eux-mêmes peuvent se trouver des mécanismes pour améliorer leur rentabilité. Peut-être que collectivement, ils pourraient trouver des mécanismes. Mais je crois que ça passe par une étude bien plus précise que l'idée d'une réglementation, parce que dans la réglementation, il y a un peu l'idée magique, c'est une idée magique que ça va régler des problèmes, mais on n'est pas sûr pourquoi ou comment, mais on sent que ça pourrait être la bonne solution. Mais peut-être que c'est la bonne solution, mais on devrait l'analyser pour voir quel serait l'impact. Merci beaucoup, M. Alain. Ça va aller pour l'opposition officielle. Merci beaucoup, Mme la députée. Mme la députée de Montarville? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Alain, pour votre mémoire. On s'entend pour dire qu'il faut protéger la diversité, offrir le plus grand nombre possible de livres différents au Québec. Si, selon vous, le fait d'interdire de ne plus avoir ces gros rabais dans les grandes surfaces n'est pas la solution pour préserver cette diversité, auriez-vous des pistes de solutions? Je comprends que vous proposez une étude de marché pour voir quel est le vrai problème, mais avez-vous déjà, puisque vous êtes dans le milieu, là, des pistes de solutions pour aider à préserver cette diversité? Une très bonne question. J'aimerais ça avoir des solutions à la portée de la main, mais j'ai donné 2 exemples de librairies qui sont finalement inventées une nouvelle formule pour être très proches de la communauté. Et puis, je pense que ça prend des librairies qui sont très proches de la communauté, puis très branchées sur les besoins du public. C'est très difficile d'offrir des produits grand public, puis espérer, une variété de produits grand public, puis espérer concurrencer avec des grandes chaînes de magasins ou avec la vente en ligne. Si on a une librairie généraliste qui n'offre absolument rien pour se distinguer, on risque de se retrouver finalement en attrayant personne parce qu'on n'offre aucun avantage concurrentiel. C'est avec le réseau de librairies indépendantes doit se donner des mécanismes d'avantage concurrentiel. Je ne sais pas si c'est finalement faire plus de lancement de livres, inviter des auteurs à faire des conférences. Il y a définitivement des mécanismes. Puis peut-être aussi que le gouvernement peut aider, parce que le gouvernement offre des crédits d'impôt aux éditeurs, par exemple.
Il y a peut-être des mécanismes financiers qui peuvent être offerts aux petites librairies pour les préserver. Mais là, on donne une aide spécifiquement aux petites librairies. On donne déjà des aides aux petites librairies sous forme d'accréditation, mais on pourrait peut-être raffiner ces formes d'aide-là pour les aider plus spécifiquement à maintenir leur rentabilité. Puis, en les aidant spécifiquement aux librairies, on va être en mesure de préserver la diversité du réseau sans venir chambouler tout le reste, parce que le reste fonctionne bien. Merci beaucoup. OK. Le mot de la fin pour vous, Madame la députée de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur. Un commentaire et une question. D'abord, vous parlez d'une mesure parlant de la réglementation du prix du livre neuf. Comme d'un coup de marteau, vous parlez de quelque chose qui va bouleverser l'industrie, alors que, curieusement, il s'agit d'une mesure ponctuelle qui ne touche que les nouveautés, qui induit le fait de devoir qu'on puisse avoir des rabais, mais pas plus de 10 %. Donc, en fait, on parle d'un relativement petit nombre de livres pour un relativement petit nombre de mois. Alors, curieusement, moi, ça me paraît plutôt être une mesure qui, pour plusieurs acteurs, paraît importante, mais qui ne règle pas l'ensemble de toute la question de l'industrie du livre. Et j'ai un peu de difficulté à voir à quel point ça peut la perturber, comme vous dites. Et surtout, et là, c'est ma question, quand vous dites que ça pourrait même perturber Costco, Walmart, altérer leur mode de fonctionnement, quelle serait leur réaction? Ils sont tellement riches, ces gens-là. Que craignez-vous, au juste? Bien, moi, je crains absolument rien comme tel, mais je peux seulement observer le fait que si un détaillant aussi important que Walmart, par exemple, ou Costco, est contre une réglementation, ils peuvent faire des choses pour finalement protester. Et puis finalement décider qu'au lieu de placer des livres, on va mettre des jeans à la place. Ça peut être aussi simple que ça. Ça serait perturbateur pour l'industrie. Et puis de dire que la mesure est ponctuelle, le cycle de vie d'un livre au Québec est à peu près de 3 à 6 mois. Après 6 mois, on ne le voit plus, ce livre-là, à moins que ce soit vraiment un super best-seller. Et donc ça viendra affecter toute la production, toute l'industrie, et les 30 000 nouveautés par année, tout le temps. Parce que le cycle de vie d'un livre, c'est de 3 à 6 mois. Après 6 mois, le livre est retourné. Et puis, ça, c'est la réalité de l'industrie aujourd'hui. Donc, absolument pas que Walmart ou Costco, après 6 mois, va dire, après 9 mois, « Ah, je le veux, ce livre-là. » On le veut plus, et il est fini. Donne-moi la nouveauté, je veux avoir la nouveauté. Donc, c'est vraiment un règlement qui va venir affecter l'industrie dans le plus profond de son fonctionnement. Monsieur Alain, vous avez compris mon rôle, hein? Je suis la préfète de discipline. Hein? Vous avez compris ça, hein? Bien, merci beaucoup de votre contribution, vraiment. Oui, ça paraît. Je pense que les gens ont apprécié les échanges qu'ils ont eus avec vous. Merci de vous être déplacés aujourd'hui. Chers collègues, merci à vous tous. On se voit demain matin à 9h30. Alors, on ajourne les travaux.